Le premier tour d'écran portera sur les initiatives. Donc, chaque personne va avoir 6 minutes. Donc, en 6 minutes, je vais leur demander s'ils peuvent nous présenter un projet ou une initiative que vous avez mis en place pour intégrer une perspective féministe intersectionnelle pour la lutte au changement climatique, la transition écologique et la protection du territoire. Donc, sur les initiatives, on va donner la parole à Jennifer en premier. OK. Bonjour tout le monde, il me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. C'est un très beau panel, j'ai très hâte d'entendre tout le monde et d'échanger avec tout le monde qui est ici par la suite. Alors, Action Cancer du sein du Québec, organisme de défense des droits féministes en santé environnementale, a pour mission la prévention du cancer du sein et on revendique surtout des solutions systémiques à des problèmes graves de santé environnementale, et ça veut dire des lois. Donc, je vais présenter aujourd'hui notre travail pour réformer la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui constitue un élément majeur dans toute question de transition écologique, mais c'est aussi lié à la lutte au changement climatique. Et j'espère qu'à la fin, tout ça sera très clair. Alors, une note concernant le langage, je vais parler surtout des enjeux genrés de la santé environnementale. Donc, j'utiliserai le mot femme, qui comprend toutes les femmes, trans ou cis. Et lorsqu'il est question de biologie, je préciserai les populations auxquelles je réfère ou j'utiliserai les personnes avec des ovaires aussi. Donc, notre devise, c'est nos corps, notre environnement, et on y croit profondément. Tout ce qu'on fait à nos corps et tout ce qui est fait à nos corps aussi, on fait à notre environnement et vice versa. On vit en relation symbiotique avec notre environnement. Mais on a tendance à penser notre environnement comme étant dehors, le fleuve, les montagnes, les lacs, etc. Mais on passe 90% de notre temps à l'intérieur, de notre logement, de notre milieu de travail, d'un véhicule. Alors, notre environnement, c'est aussi à l'intérieur. En fait, c'est vraiment beaucoup l'intérieur. Et c'est difficile de le croire, mais notre environnement intérieur est beaucoup plus pollué que notre environnement extérieur. Toutes les agences de santé publique des pays industrialisés le disent et offrent très souvent des pratiques en termes de diminuer la pollution à l'intérieur d'une maison, aérer nos maisons par 10 minutes par jour, épousseter et passer l'aspirateur souvent parce que les substances toxiques s'accumulent dans la poussière, etc., etc. Mais notre environnement, c'est encore plus intime que ça. C'est tout ce qu'on met sur notre corps, c'est les produits qu'on utilise tous les jours. Alors, notre environnement commence avec notre savon, nos crèmes, etc. Les crèmes qu'on utilise sur la peau traversent la peau et entrent dans notre système sanguin. Mais en même temps, on se lave. Donc, tous les produits qu'on utilise s'en vont dans les égouts et, dépendamment du traitement des eaux usées, aussi dans nos cours d'eau. Donc, s'il y a des substances problématiques dans tout ce qu'on utilise de tous les jours, ça nous touche et ça nous touche notre environnement, mais vraiment à tous les niveaux. Les parfums, par exemple, ça reste dans l'air, dans nos maisons. Alors, il faut commencer à prendre acte de l'ampleur de ces problèmes et des liens avec la santé. Alors, je vais parler très brièvement vous avez peut-être entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais ce sont des substances qui interfèrent avec notre système hormonal. Et il y en a beaucoup de substances qu'on utilise dans des produits qui sont également des perturbateurs endocriniens. Mais le problème pour la santé, c'est que, et pour la santé de toute personne ayant des ovaires, c'est que beaucoup de perturbateurs endocriniens sont estrogéniques. Donc, ils ont des effets sur les systèmes régulés par l'estrogène. Et ils ont des impacts sur la santé en lien avec ces systèmes. Donc, les perturbateurs endocriniens sont liés au cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, les fibromes, l'endométriose, et j'en passe. Mais encore, pour aller encore plus loin,
toute cette question des expositions, pour toutes ces questions, il y a de grosses iniquités au niveau des expositions, à la fois en termes des produits, des soins personnels et cosmétiques, etc., et l'environnement intérieur, les logements, et les milieux de travail et l'environnement extérieur. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des chercheurs maintenant, très souvent des femmes afrodescendantes, des femmes d'origine diverses, qui sont des biologistes, épidémiologistes, toxicologistes, qui ont mis l'avant ce qu'elles appellent l'injustice environnementale de beauté, mais qui travaillent aussi ce qu'on appelle le racisme environnemental, surtout en lien avec la santé environnementale. Parce que les femmes de groupes racisés font face à des expositions beaucoup plus élevées, des expositions cumulatives à partir de tous les aspects de leur environnement, et aussi à partir des produits qui sont destinés spécifiquement à elles. Donc, c'est la question de l'exposition aux substances toxiques est hautement genrée et racisée. Et c'est là qu'intervient notre travail. On se bat depuis plus d'une décennie pour une réforme de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Cette loi qui est très connue de toute la population au Canada, au Québec comme ailleurs au Canada, est la pierre angulaire de la législation environnementale. Elle vise la pollution et la protection de l'environnement et la santé humaine. Elle encadre non seulement les substances toxiques, mais aussi la réglementation des combustibles, des émissions des véhicules et des moteurs et des équipements, la qualité de l'air, le contrôle des déchets dangereux et beaucoup plus. Et elle a besoin d'une réforme majeure. Mais par hasard, hier, à la Chambre des communes, le gouvernement fédéral a introduit un projet de loi pour réformer la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Après des années et des années de lutte acharnée avec d'autres groupes environnementaux et de santé, le gouvernement fédéral a introduit une réforme. Et maintenant, c'est une lutte pour la qualité de cette réforme. Est-ce qu'elle va vraiment améliorer et faire diminuer notre exposition aux substances toxiques, à la fois dans la vie quotidienne, dans tous les produits qu'on utilise, mais aussi dans l'environnement extérieur avec les émissions et la qualité de l'air. Et la lutte, elle est maintenant. Donc, c'est une question majeure. Je vais juste vous dire, aussi faire une petite promotion, mais on donne un atelier la semaine prochaine, le jour de la Terre, le 22 avril en soirée. Vous pouvez aller sur le site d'Action Cancer du sein pour toute l'information, mais c'est sur les femmes, la santé environnementale et la LCPE, et j'aurai la chance de présenter quelques éléments de la réforme. Donc, il faut prendre la question de l'exposition aux substances toxiques au sérieux pour notre propre santé, pour notre environnement et pour l'environnement plus large. Pendant des décennies, des chercheurs notaient ils pensaient en fait que c'était dû à la pilule, qu'il y avait beaucoup d'estrogène dans l'eau, qui faisait en sorte que beaucoup de poissons, des grenouilles, etc., il y avait des problèmes de reproduction. Il y avait des poissons mâles, des grenouilles mâles qui poussaient des ovaires, qu'il y avait vraiment de graves problèmes au niveau de la reproduction des espèces. Mais c'est beaucoup plus que la pilule, c'est les perturbateurs endocriniens estrogéniques qui sont beaucoup plus, qui sont dans des quantités beaucoup plus élevées qu'on pensait et qui sont autant dans nos maisons que dans nos cours d'eau et ailleurs dans l'environnement. Donc, nos luttes environnementales sont liées. La transition écologique et la question des substances toxiques, c'est forte, c'est ça fait partie de la transition écologique, mais c'est aussi lié à la question des changements climatiques et aussi la lutte au plastique. Beaucoup de ces substances prennent leur source dans l'industrie pétrochimique. Tout ce qui est pétrochimique est à la base de la production de plastique. La plastique émet beaucoup de substances toxiques parce qu'il relâche les plastifiants. Donc, nos luttes environnementales sont liées
et sont traversés par des rapports genrés et racisés. Alors, c'est vraiment ça, tout le travail d'Action Cancer du sein qu'on fait sur ce dossier dans un survol extrêmement rapide. Alors, si vous avez des questions pendant la période de discussion, on peut échanger. J'espère que ça a été clair. Voilà, merci beaucoup. Merci Jennifer, c'était très clair. Puis j'ai mis aussi dans le chat le lien pour s'inscrire à vos prochains ateliers. Oh, c'est chouette, merci. Puis on pourra l'envoyer aussi après, parce que je pense qu'on vous renvoie un questionnaire après. Donc, on pourra peut-être le mettre aussi. Donc, maintenant, je laisserai la parole à France. Oui, bonjour tout le monde. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous cet après-midi, de pouvoir échanger sur ce sujet très important. Les municipalités, effectivement, ont un rôle extrêmement important à jouer en matière d'environnement, de changement climatique. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. D'ailleurs, on a mis de l'avant différentes actions par rapport à ça. Et moi, j'ai quelques diapos à partager avec vous. J'aime bien les images. Donc, en quelques mots, pour pouvoir revenir sur le sujet. Donc, attendez une minute. Alors, je vais aller en partage d'écran en espérant que ça fonctionne bien, n'est-ce pas? Et attendez, de base, voilà, partager l'écran. Vous me dites, et je viens ici. Oups. OK, attendez une minute. Alors, est-ce que c'est beau comme ça, tout le monde? Oui, parfait. Donc, ça va être très court. Donc, le réseau des femmes en environnement, qui peut-être s'appellerait autrement si on le mettait en place maintenant, existe quand même depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est vraiment des femmes de toutes sortes d'horizons, donc autant des spécialistes en environnement que des citoyennes, que des élus, que des femmes entrepreneurs qui sont membres et qui mettent de l'avant des solutions durables pour protéger l'environnement, la santé, les collectivités. Et comme vous voyez à l'écran, c'est autant en santé environnementale. Donc, on a des collaborations avec Jennifer, entre autres, sur la question des perturbateurs endocriniens. C'est vraiment un sujet extrêmement important pour le réseau. Donc, un milieu de travail, tout un dossier sur le genre, sur la consommation responsable aussi, la communication. On a parlé d'événements, on travaille beaucoup avec le milieu culturel. Mais on n'est pas là pour nécessairement parler de cet aspect-là. Mais il y a des choses très intéressantes qui se font de ce côté-là aussi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de l'histoire du projet Genre et changement climatique au réseau des femmes en environnement. En fait, tout ça a débuté à la suite d'une demande de nos membres de bâtir une formation. Ça fait, je dirais, quand même plusieurs années où on a bâti une première formation sur la question du genre et changement climatique, ce qui nous a amené à organiser aussi un colloque sur ce sujet-là avec le réseau des élus municipaux de la Montérégie-Est et à proposer un projet au comité, au service collectif de l'UQAM pour approfondir en fait ce qu'il en était des enjeux de genre, mais dans un contexte comme celui de pays nordiques, comme celui du Québec. Toute l'histoire en arrière de ça, en fait, donc c'est un projet qui a été développé. Annie Rochette, comme chercheur à l'UQAM, qui a travaillé avec des étudiants sur ce projet-là. Et les premiers constats qu'on a faits, c'est qu'en ayant des échanges avec divers milieux, c'est qu'il fallait développer un argumentaire, à savoir que dans le contexte québécois, on n'était pas nécessairement convaincus que ça avait du sens de penser à des enjeux de genre, homme-femme, mais avec une définition donc de genre très large aussi. Donc, de penser à ces enjeux-là et que c'était pertinent de regarder ça pour arriver à mettre de l'avant des mesures pour réduire et lutter et s'adapter au changement climatique. Donc, la première chose qu'Annie a faite avec nous et avec nos collaborateurs ou collaboratrices, puisqu'on a travaillé ce projet-là avec Relais Femmes, avec le Réseau québécois des groupes écologistes et, comme je disais, le service collectif de l'UQAM. Alors, ça a été de monter un argumentaire pour dire oui, ça a du sens. Oui, il faut se poser ces questions-là. Oui, il faut le regarder dans le contexte québécois, tout en gardant à l'esprit
les enjeux au niveau international ou au moment où on a commenté ce dossier-là, il y avait beaucoup d'études, de guides, d'outils qui étaient développés dans un contexte plus international, donc d'enjeux touchant des populations du Sud particulièrement. Alors, on a bâti un argumentaire, ce qui nous a permis d'aller chercher un financement du ministère de l'Éducation pour mettre de l'avant des ateliers d'échange, des ateliers de sensibilisation, autant s'adressant aux groupes de femmes qui connaissaient moins les impacts en changement climatique, mais qui étaient très sensibilisés à toutes les considérations sociales. Et d'autre part, avec des groupes environnementaux très à l'aise avec les questions de changement climatique, mais moins avec la dimension genre. Et si on regarde... Bon, attendez, il faut que je sois dedans pour que ça marche. Oups, excusez-moi. Donc, si on regarde un petit peu les grands constats qu'on a faits, et c'est très, très rapide, sur quels sont les impacts différenciés, puis aussi il y a des perceptions différenciées avec une perspective de genre quand on pense à la lutte et l'adaptation au changement climatique. Et puis, on a tenu des ateliers, comme je le disais, dans 5 endroits du Québec là-dessus, mais on continue à donner des formations, des sensibilisations à la NOND. On a continué à travailler avec divers partenaires sur ce sujet-là. Et je vais en parler juste un petit peu après, en espérant que je ne vais pas dépasser mon 6 minutes. Donc, c'est sûr qu'on peut parler du contexte des canicules, d'événements climatiques extrêmes, où effectivement, il y a des différences d'impact. Les femmes vont être, par exemple, plus sensibles à de grandes canicules. Il y a des différences en termes aussi d'impact sur le fœtus. Il y a des études extrêmement intéressantes interuniversitaires sur ce sujet-là. Il y a aussi des impacts psychologiques, des problématiques de violence familiale, entre autres, et ça a été documenté au Québec aussi. Là, tout ce que je dis ici, il y a des études en arrière de ça. Ça a été documenté et ça allait encore mieux maintenant, puisque dans le fond, on a commencé à travailler sur ce sujet-là, comme je disais, depuis plusieurs années. Oups, bon, il ne veut pas me suivre, lui, là. Excusez. Bon, je reviens. Désolée. Et bon, comme je disais, il y a de plus en plus d'études très bien documentées, sérieuses de ce côté-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des différences aussi au niveau communauté autochtone nordique, particulièrement au Québec, les communautés autochtones et les femmes autochtones sont particulièrement concernées et affectées. Au niveau des communautés ethnoculturelles aussi, il y a des différences, oui, au niveau international, mais au niveau de contexte, comme le contexte québécois. Il y a aussi des perceptions qui sont différentes, des impacts et des solutions. C'est-à-dire que les études, le travail qui a été fait avec Annie Rochette comme chercheur, mais aussi le baromètre de l'action climatique qui est paru l'année dernière, arrive aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que les hommes vont avoir plus tendance à voir des solutions et des solutions du côté technologique, alors que les femmes vont avoir plus tendance à avoir des solutions dans des changements de comportement. Il y a aussi des différences, c'est sûr, au niveau des décisions, c'est-à-dire il y a encore très peu de femmes dans certains secteurs qui ont des impacts importants en termes climatiques. Si on pense au secteur énergétique, au secteur de transport, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont l'expertise, mais aussi qui sont dans des postes de décision pour influencer. Puis on peut prendre l'exemple d'investir, par exemple, dans des organismes pour favoriser le transport actif, comme le vélo, plutôt que d'investir dans des autoroutes ou d'investir dans des organismes pour lutter dans des problèmes de violence conjugale plutôt que d'investir dans des infrastructures sportives, par exemple. Et bien, c'est sûr que tout ce dossier-là, on l'a beaucoup travaillé avec une vision de solidarité Nord-Sud. Et quand on parle du Sud, on peut penser, c'est sûr, à toutes les populations, que ce soit au niveau Afrique, Asie aussi, mais on peut parler aussi de populations donc, je le disais, entre autres, autochtones, qui vivent dans des conditions similaires à ce qu'on peut voir dans certains pays du Sud. Et on a beaucoup regardé aussi en termes de solutions sur les femmes comme actrices de changement centrales
et tout ça dans toutes sortes de conditions diversifiées. Donc, ce soit autant dans des choix individuels de gestes qu'au niveau collectif, que de l'importance d'être dans des postes de décision. C'est pour ça que je vais y revenir dans l'autre 4 minutes, qu'on travaille fort sur une approche avec des élus municipaux pour mieux les former, pour défendre l'environnement, mais aussi susciter des candidatures féminines beaucoup plus dans des postes d'élus. Il y en a encore très peu, malheureusement, même si ça évolue dans le bon sens. France, je ne veux pas vous couper, mais c'est ça, ça fait 8 minutes, mais j'ai en terminé, conclusion... j'ai terminé, je savais, il fallait que tu me le dises. Bon, mais je n'ai pas vu le signe, là. Donc oui, tout ça, c'est avec une analyse de genre qui est présente dans toutes les solutions envisagées parce que c'est important pour avoir des bonnes stratégies, des bonnes actions, des actions efficaces pour agir contre les inégalités, pour ne pas aussi exacerber les inégalités sociales et travailler en tenant compte des besoins et des contextes de rapports sociaux de tout type, donc sexe, stéréotypes de genre, etc., etc., au niveau du travail à tous les niveaux. Et je vais revenir tout à l'heure dans le 4 minutes, ça nous a amené à travailler sur plusieurs dimensions genrées et de prolonger ce projet-là à plusieurs endroits. Et puis j'y reviendrai à ce moment-là, puisque je suis dans 9 minutes, j'imagine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, France. Attends, le partage d'écran. Je vais l'enlever comme ça. Parfait. Donc, Alex. Oui, bonjour. Alors, comme dit précédemment, j'ai été membre de BECAM pendant un moment. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette initiative. Donc, BECAM est initialement une association étudiante de l'UQAM. C'est un organisme à but non lucratif situé en plein quartier des spectacles qui vise à démocratiser et rendre accessible la pratique du vélo. La mission de l'atelier est d'offrir un espace d'apprentissage et d'échange autour du vélo. Donc, les valeurs qu'on peut trouver et qui animent un peu l'association sont promouvoir l'utilisation du vélo comme moyen de transport sain, durable et écologique, favoriser l'autonomie du transport urbain en offrant un lieu pour l'entretien et la réparation de bicyclettes à des prix abordables, consolider le déplacement à vélo vers le centre-ville de Montréal et faciliter l'accessibilité à la mécanique de vélo. Et finalement, utiliser le vélo comme outil de promotion, d'équité et de justice sociale entre les gens de différentes cultures, genres, sexes et âges. Donc, chaque soir de la semaine, un atelier est tenu par des bénévoles où chaque personne est la bienvenue pour venir réparer son vélo. En profitant des outils gratuitement mis à disposition, mais aussi d'un accompagnement dans leur réparation, il est aussi possible d'acheter des pièces à moindre coût et parfois, lorsque la réparation le permet, d'utiliser des pièces du stock usagé disponible à l'atelier. BECAM tient aussi régulièrement des ateliers pour apprendre aux gens à réparer leur vélo de leurs propres mains. Réparer une crevaison, ajuster des vitesses, ajuster les freins sur le vélo d'hiver, etc. L'objectif est de rendre accessible matériellement et financièrement les réparations et l'entretien de son vélo, mais aussi de donner à ces personnes une autonomie nouvelle. Pour spécifier, moi je m'occupais notamment de la soirée du vendredi, qui est la journée en mixité choisie. La journée en mixité choisie ne se veut pas seulement un moment où les personnes peuvent venir réparer leur vélo, mais aussi un espace de résistance. Le monde du vélo a toujours été considéré un milieu fortement masculin, blanc et aisé. Les initiatives comme BECAM en mixité choisie, ça a montré que ce sont ces modes de pensée qui font du tort à l'ensemble de la communauté cycliste, mais aussi à l'ensemble de notre société. Mais qu'il est aussi possible d'y apporter une alternative. L'initiative des soirées en mixité choisie a été mise en place il y a maintenant 6 ans par un groupe qui reconnaissait ces systèmes d'oppression et cherchait à leur proposer une alternative, un espace qui y échapperait. C'est là que BECAM, précédemment nommé non mixte et maintenant en mixité choisie, est né.
C'est ainsi que la dernière journée est en mixité choisie, c'est-à-dire qu'elle accueille toutes les femmes, les personnes trans, non-binaires, intersexes, mais pas les hommes cisgenres. Les hommes cisgenres sont les personnes nées hommes et qui s'identifient toujours hommes au travers de leur vie. Et donc vise à leur offrir un espace spécial où le respect des personnes où l'enjeu est le respect des personnes et de leur individualité, l'échange de savoir et des interactions non hiérarchiques. Et finalement, le vélo sont au cœur de nos enjeux. Le vélo devrait être accessible à tout le monde, et ce, sans distinction de genre, de classe ou distinction ethnique. Et pourtant, ce sont des valeurs pour lesquelles il faut chaque jour se battre. Les personnes qui fréquentent l'atelier cette journée-là ont accès à un espace de travail plus sécuritaire où nous tentons de déconstruire ces idées. L'impact des hydrocarbures sur l'environnement n'est maintenant plus approuvé. On reconnaît le vélo comme outil écologique pour le peu d'impact sur l'environnement dans sa pratique et sa production. Mais un des autres effets est celui de l'occupation d'espace, notamment dans la ville. Le vélo offre une alternative écologique dans le sens où il permet des déplacements dont l'impact sur l'environnement est minime. Le fait même qu'il est possible de réparer son vélo par soi-même, de réparer la plupart des vélos par soi-même en est un parfait exemple. Cependant, la pratique du vélo cache aussi une capacité d'empowerment, de prise de pouvoir dans l'espace, en cela qu'il donne accès, et notamment aux femmes, à des lieux et des endroits où elles ne seraient pas rendues autrement par crainte pour leur sécurité. Mais en évitant de marcher dans la rue, de prendre les transports en commun, le taxi, des covoiturages, elles désertent ces lieux où elles peuvent devenir de potentielles victimes. Ici, comprendre la rue, espace public, etc. Elles se dotent ainsi du pouvoir d'échapper aux catcalls, agressions, gestes et regards déplacés qui sont pourtant un quotidien unanimement partagé. Elles prennent aussi entre leurs mains leur sécurité et l'agentivité de leurs mouvements, mais aussi leur temps. Car les femmes sont dépossédées de leur temps. La structure familiale telle qu'elle est majoritairement vécue actuellement amène des charges supplémentaires qui leur sont assignées, comme la charge émotionnelle de la famille, les responsabilités à la maison, les enfants, etc. Et font qu'elles doivent souvent jongler avec un horaire très rempli et serré. C'est un poids constant qui leur retire le contrôle de leur temps. Il en va de même avec chaque population qui vit une oppression systémique. L'accessibilité au travail, aux services, aux aides est intimement liée à la capacité de s'y rendre. On questionnera la possibilité d'appliquer un meilleur emploi avec un meilleur salaire si le trajet pour s'y rendre prend plus d'1 heure, fera peut-être manquer le moment d'aller récupérer les enfants à la garderie, manquer le dernier moment pour aller à l'épicerie, la dernière heure pour avoir un rendez-vous dans un service. Ce sont des réalités qui touchent durement la périphérie. Et lorsque l'on s'en tourne du côté des grandes villes où le réseau de transport est bien établi, les personnes qui utiliseront le vélo systématiquement pour leurs déplacements sont les personnes qui vivent en périphérie. Et ce sont les personnes à plus faible revenu qui vivent dans la précarité, souvent issues de l'immigration. Les personnes de couleur, les personnes qui ont accès à un travail dont le salaire serait suffisant pour faire vivre leur famille est extrêmement difficile. Et ces périphéries sont souvent très mal distribuées dans les réseaux de transport. On peut le voir ici dès qu'on sort du fameux carré des lignes de métro. Avec le vélo, infiniment plus abordable qu'une auto, ces périphéries se reconnectent au centre où travail, événements, écoles sont beaucoup plus accessibles. Ce n'est qu'en partageant et en rendant sa pratique plus accessible à chaque personne et plus sécuritaire que le vélo peut devenir un outil d'émancipation et de résistance. J'ai fini. Ah, ben 6 minutes pile. Je venais d'écrire un petit message, mais merci beaucoup. Ce serait à Lourdes-Denis. Donc, bonjour tout le monde. Déjà, merci aux personnes pour soit des personnes que je connaissais bien ou que je découvre, donc c'était bien de vous écouter. Sinon, moi, je vais vous parler de mon initiative qui s'appelle l'environnement c'est intersectionnel et parler du même coup d'un de ces projets pour introduire en même temps mon angle par rapport à
l'environnement, puis tout ce que mon implication implique. Donc, déjà pour commencer, l'environnement, c'est intersectionnel. C'est un projet que j'ai commencé il y a de cela 2 ans, vraiment. En fait, je réalise là, on est dans l'anniversaire de l'ECI en ce moment. Et yeah! Et c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans de manière... Au départ, ça se voulait un projet ponctuel suite à un financement de la Fondation Filles d'Action pour que des jeunes femmes et personnes de genre minoritaire puissent pratiquer leur leadership à travers un projet. Puis, dans mon cas, c'était le même nom, donc c'était l'environnement, c'est intersectionnel, où est-ce que j'avais invité des artistes visuels à faire une œuvre d'art, à faire une collecte de déchets, donc faire une œuvre d'art à partir de matières récupérées. Puis, à la fin du projet, il y avait une exposition de ces œuvres-là. Puis, il y avait des militantes qui sont venus discuter, qui sont venus parler dans l'événement en question. Et le but, c'était justement un peu comme dans la bio, là, de marier art et éducation au sein même d'un projet où est-ce que il y avait cette possibilité de découvrir un peu plus comment est-ce que l'intersectionnalité est importante dans un angle, dans le contexte environnemental, tout en profitant de la vulgarisation que peut être l'art aussi en tant qu'outil pour mieux comprendre ou comprendre différemment les enjeux environnementaux. Donc, les piliers de la mission demeurent les mêmes. Le premier pilier, c'est d'être une plateforme d'éducation à travers différents outils. Donc, il y a principalement, c'était la page Facebook. C'est la page Facebook, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé au passé. Donc, principalement, c'est à travers la page Facebook. Il y a aussi une page Instagram maintenant. Donc, il y a les réseaux sociaux. Il y a également eu un lancement récemment du site web où est-ce qu'il y a un blog. Donc, ça aussi, ça fait partie des outils. Les panels, il y a également un atelier, possible de recevoir un atelier de l'ECI. Donc, ça, c'est pour participer à la redéfinition collective de qu'est-ce que l'enjeu environnemental, j'aime bien le nommer ainsi, à travers ces outils. Puis l'autre pilier de la mission de l'ECI, c'est de participer à travers des projets ponctuels à la conception d'alternatives de consommation et ou à maximiser l'accès à la nature à travers, pour des communautés marginalisées, toujours encore une fois, à travers des projets ponctuels. Donc, justement, ça m'amène un peu à un exemple de ces projets ponctuels que j'ai fait dans la dernière année, que j'aimerais parler avec vous, qui me permettra du même coup d'introduire un peu l'angle de l'ECI par rapport à comment comprendre justement l'enjeu environnemental, qui est une retraite de repos que j'ai organisée l'automne passé pour les travailleuses de la santé. Puis, c'était une retraite qui était volontairement dans un espace, dans un chalet précisément, donc dans un espace vert, pour justement mettre en lumière à quel point l'accès à des paysages verts, l'accès à des espaces verts, etc., font partie de tout ce qui est question de réparation, puis font partie de toutes ces questions des objets, des outils nécessaires pour la guérison des communautés marginalisées, racisées, noires surtout. Et donc, pourquoi est-ce que je veux parler de cette initiative-là avec vous? C'est parce que je vais peut-être me permettre de vous partager quelques statistiques en ce moment de comment que les travailleuses de la santé, c'est un enjeu qui est infiniment genré et racisé. Donc, puis en plus aussi, on peut, en fait non,
un truc à la fois. J'allais comme dire deux trucs en même temps. Pardon. Donc, en ce moment, grâce à des statistiques de Statistique Canada, on a pu identifier que 36% des aides infirmiers, infirmières, des aides soignants, soignantes et préposés sont immigrants, immigrantes, dont la majorité d'entre elles sont noires ou philippines. Puis, ça, donc, ce chiffre-là, on peut le comparer pour remarquer qu'il y a une surreprésentation de ces communautés-là au sein des personnes qui sont en ligne de front par rapport à dans la lutte de la pandémie. Puis, je remarque qu'au début de la pandémie, on disait beaucoup que au moins, on peut se soulager parce que la pandémie, le fait d'être à la maison, on réalise que on gâche moins l'environnement, donc on ruine moins l'environnement et on ruine moins l'environnement et donc au moins il y a ça. Oui, la page, je vais répondre à la question. Et donc au moins on peut se soulager en disant que la situation n'a jamais été meilleure pour l'environnement que maintenant qu'on est confiné. Alors que de plus en plus les liens entre les changements climatiques et la pandémie, les causes qui ont mené à ce qu'on ait une pandémie en ce moment, se cristallisent de plus en plus. Donc, en fait, il faut sortir de cette image dangereuse où est-ce que, un peu pour lier avec l'angle présenté par Jennifer plus tôt, où est-ce que l'environnement, c'est extérieur à soi et que dès qu'on peut remarquer comment que les enjeux sociaux, comment ils se témoignent dans nos communautés, sont souvent un miroir de ce qui se produit dans l'environnement. Et donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de COVID ces temps-ci, de la gestion de la pandémie, parce que le mépris de la classe politique par rapport au travail acharné des travailleuses de la santé, c'est une forme de racisme environnemental et c'est un enjeu écoféministe. Pourquoi je le présente comme une forme de racisme environnemental? C'est parce que justement, comme j'ai dit, on remarque de plus en plus les liens entre les changements climatiques et la pandémie. Donc, souvent, quand on parle de racisme environnemental, on va penser à qui sont plus près des instances polluantes, par exemple, donc une communauté qui habite à côté des autoroutes, etc. Mais si on remarque que la majorité des personnes qui sont en ligne de front sont surtout des femmes et surtout il y a une grande surreprésentation des femmes de couleur, des femmes noires, ben en fait, ça s'imbrique dans le même cadre du racisme environnemental, soit d'être exposé davantage aux résultats des changements climatiques. Alors, c'est pour ça que, pour moi, dans un panel comme celui-ci, c'est important de penser ensemble à comment, surtout dans un contexte urbain, où est-ce que les formes de racisme environnemental, les formes des enjeux écoféministes et tout vont peut-être pas nécessairement nous frapper de la même manière que un projet qui essaie de se construire sur notre territoire, par exemple. Et je dis pas que c'est pas une réalité en contexte urbain, mais c'est plutôt pour dire que il y a d'autres manières aussi que ces enjeux-là se témoignent qui sont plus souvent invisibilisés, comme le fait que les travailleuses de la santé soient vraiment méprisées en ce moment face à la lutte à la pandémie. Et c'est pourtant un enjeu qui rentre dans la même logique. Et c'est pour moi vraiment important de sortir des logiques où est-ce que J'essaie de lire le chat en même temps. C'est vraiment pas une bonne idée, ça me déconcentre. Mais oui, donc c'est ça. Donc, c'est vraiment d'essayer de centraliser davantage ces liens-là, puis ça nous permet de comprendre encore plus comment est-ce que l'exacerbation des enjeux sociaux sont intrinsèquement des violences environnementales. Donc, rapidement, peut-être pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'une violence environnementale? Il y a plusieurs définitions. Parce que moi, récemment, j'ai lu un article, puis j'étais comme, oh, c'est pas la définition que j'ai d'habitude. Mais Ingrid Waldron, qui est l'autre sociologue, docteur plutôt,
le présente surtout comme les impacts, l'ensemble, dans le fond, l'ensemble des impacts auprès des communautés en lien avec la crise écologique, dans le fond. Et donc, en ce moment, tout ce qui est les violences conjugales, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu avant moi, donc je fais un peu juste pallier un peu plus à ça, comment que tout ce qui est enjeux de violence conjugale, etc., sont intrinsèquement des violences environnementales puisque ça s'imbrique souvent dans le même lien. Puis plus tard, je vais parler un peu plus, oh mon Dieu, j'ai oublié de dire quelque chose. Plus tard, je vais parler un petit peu plus je vais présenter un peu plus présenter un peu plus comment en général, dans nos revendications, on peut comprendre différemment ce qu'est l'enjeu environnemental. Mais j'allais juste ajouter peut-être un dernier, vraiment, si on me permet moi aussi de tricher, un dernier point, c'est que, comme vous pouvez peut-être voir dans mon nom, oui, je vous promets une minute. OK, comme vous pouvez peut-être voir dans mon nom aussi, je suis également coordonnatrice au programme intersectionnel pour le Hub. Et donc, le Hub, c'est le nom complet le dit, le Hub de mobilisation de justice pour la justice climatique. Et au sein de, avec cette initiative-là, j'ai pu également concevoir des ateliers anti-oppression conçus pour militantes environnementaux. Puis j'en parle rapidement parce que ça fait aussi partie des initiatives importantes, je pense, lorsqu'on parle d'environnement, parce que je pense que souvent on prend pour acquis que quand on parle d'environnement, on parle tous toutes de la même chose, alors que vraiment pas nécessairement. Donc, c'est important ça fait partie aussi des étapes nécessaires de se rééduquer sur ces questions-là, puis de vraiment centraliser toutes les questions de justice sociale. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui rapidement. Merci aux 4 panélistes. Effectivement, en tout cas, moi, j'ai déjà appris plein de choses sur une notion plus large de l'environnement de la part des 4 personnes qui ont intervenu.